Bonjour, aujourd'hui, après avoir travaillé sur les virus, nous allons travailler sur d'autres micro-organismes et nous allons faire une première partie sur la microbiologie de l'environnement. Et nous allons commencer par la place des micro-organismes dans la vie. Vous reconnaissez cet arbre phylogénétique. Dans cet arbre phylogénétique, vous avez un certain nombre de micro-organismes présents, des bactéries, des archéas et certains micro-organismes eucaryotes, comme par exemple les protozoaires et des métazoaires, des algues microscopiques, des levures, et puis à un stade invisible, microscopique, des moisissures, et puis par exemple les insectes qui ont des stades larvaires aussi avec certaines larves qui sont microscopiques. Donc vous voyez, la microbiologie va au final concerner l'ensemble des branches de notre arbre phylogénétique, sans oublier bien entendu les virus. Alors nous retiendrons comme définition des micro-organismes comme étant une entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire, donc ça fait référence par exemple au virus, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. On retrouve ici donc pleinement le fait que les virus font partie de ces micro-organismes, même s'ils ne sont pas dans le même arbre phylogénétique. On en avait parlé sur le support de virologie. Donc voici quelques exemples de ce qui va intéresser les microbiologistes, des bactéries, des levures, des virus, des protozoaires et métazoaires, des helminthes, des algues microscopiques, des moisissures, mais le microbiologiste va aussi s'intéresser aux toxines. Alors la place de nos micro-organismes dans les écosystèmes, eh ben, elle se fait à tous les niveaux. On a aussi bien des autotrophes, des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires et des décomposeurs. Revenez sur le cours d'écologie si vous ne savez plus exactement ce qu'est un autotrophe, un consommateur primaire, consommateur secondaire et un décomposeur. Donc connaissez bien ce cycle-là. Ici, en S1, on avait vu au niveau de l'évolution des espèces la mise en place du métabolisme. Je vous invite à reprendre ce transparent et à le connaître. Et on voit la mise en place du métabolisme par étapes, avec d'abord les fermentations, ensuite la photosynthèse et ensuite la respiration cellulaire. Reportez-vous à cet enseignement. Alors replaçons ces micro-organismes sur l'échelle géologique. Il y a plus de 3,8 milliards d'années apparaissent ces premiers micro-organismes prokaryotes unicellulaires. Ils vivent dans des eaux chaudes et peu profondes. Il y a plus de 2 milliards d'années, on a l'apparition des premiers eucaryotes qui pourront être unicellulaires, mais aussi on va avoir des pluricellulaires qui vont apparaître et même la reproduction sexuée. Donc ça fait déjà des milliards d'années que tout cela existe. Ensuite, on aura une évolution qui va se poursuivre, une évolution des espèces qui va se poursuivre avec bien sûr l'apparition, par exemple, il y a 600 millions d'années, des premières plantes terrestres. Donc on se retrouve avec une diversité microbienne extrêmement variée, qui vont des bactéries aux archéas, aux eucaryotes, des êtres unicellulaires, des êtres pluricellulaires, donc une diversité vraiment remarquable. Amusons-nous à comparer par exemple deux micro-organismes, les virus d'un côté, que vous connaissez déjà bien, et les bactéries de l'autre. Alors, une bactérie, c'est énorme par rapport à un virus, parce que ça fait un 1 à 3 microns. Bon, énorme, c'est bien relatif, on est de l'ordre du micromètre. Une bactérie, contrairement au virus, que l'on avait décrit comme ni vivant ni mort, ont un fonctionnement autonome. Donc elles sont bel et bien vivantes. Alors, les bactéries sont capables de se multiplier. Une cellule mère qui va se couper en deux et qui va donner deux cellules filles. Et ces bactéries peuvent être capables aussi, pour certaines, de se déplacer grâce à des flagelles qui sont positionnés de diverses manières au niveau de nos bactéries, alors que les virus, eux, n'ont pas de déplacement autonome. Les bactéries vont être constituées d'une membrane, et puis autour de cette membrane, on va avoir en plus une paroi. Et à l'intérieur de la bactérie, on aura du cytoplasme dans lequel va baigner son génome sous forme d'ADN. L'ultra-majorité de ces bactéries, il faut bien le considérer, ne sont pas pathogènes. Et d'ailleurs, dites-vous bien que si vous allez vous peser, là maintenant, vous pouvez enlever 2 kilos de votre corps et vous dire qu'en fait, ce sont des micro-organismes qui représentent ces 2 kilos, et notamment beaucoup, beaucoup de bactéries qui se trouvent sur votre peau, mais qui se trouvent aussi dans votre tube digestif. Comme quoi, vous voyez que toutes les bactéries ne sont absolument pas pathogènes. Les voies d'entrée des bactéries dans l'organisme, reportez-vous à ce qu'on a fait en virologie, c'est la même chose que les voies d'entrée des virus. Enfin, ce qui va distinguer aussi
les bactéries, les virus, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques ne fonctionnent que sur les bactéries. Alors je voudrais vraiment retenir que dans la nature, les bactéries, eh bien, elles ont des rôles extrêmement variés, on reviendra dessus. Et puis, voyons aussi les virus, non pas que sous leur aspect pathogène, mais j'avais fini l'un des supports en vous disant que, bien entendu, ces virus ont participé grandement à l'évolution des espèces. Alors maintenant, nous allons replacer nos micro-organismes dans les écosystèmes, et notamment, on va voir leur importance dans l'équilibre des écosystèmes. Et nous allons nous intéresser aux cyanobactéries. Donc commençons par rappeler les trois façons qu'a un organisme de se procurer de l'énergie. Donc la première façon de se procurer de l'énergie va concerner les autotrophes. Donc la capacité à faire de la photosynthèse ou pour d'autres de la chimiosynthèse. Ça c'est la première façon de se procurer de l'ATP. Deuxième façon, ça va être commun aux organismes autotrophes et aux organismes non autotrophes. La deuxième manière, c'est de faire de la fermentation. Et la troisième manière, c'est de faire de la respiration. Et donc, cette respiration, eh bien, elle va permettre de fournir énormément d'ATP par rapport à la fermentation. Vous vous reporterez au cours de S1 sur le métabolisme pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Bon, je retiens quoi? Photosynthèse ou chimiosynthèse, fermentation et troisièmement, respiration. Eh bien, les organismes qui nous intéressent ici, les cyanobactéries, vont être doués des trois manières de faire de l'ATP. Elles sont capables de photosynthèse grâce à leur thylakoïde. Elles sont capables de faire de la fermentation et capables de faire de la respiration. Elles ont par ailleurs des structures qui s'appellent les carboxysomes qui permettent de faire de la fixation du carbone. Fixer du carbone, je vous rappelle, c'est capter du CO2 dans l'atmosphère ou dans l'eau et former du glucose. Ça se fait par l'intermédiaire du cycle de Calvin. Alors voici un exemple de cyanobactérie. Donc il s'agit d'une espèce de cyanobactérie au niveau de laquelle on va observer trois types de cellules. On va observer des cellules classiques qui vont être douées de photosynthèse et de respiration. On va avoir des cellules qui, dans certaines conditions, vont être capables de fixer de l'azote, donc de capter de l'azote dans l'eau de manière à produire les molécules azotées dont auront besoin nos cyanobactéries. Et puis dans d'autres conditions, donc ça ce sont les hétérocystes, et dans d'autres conditions on va avoir les akinètes qui vont être en fait une forme de résistance lorsque les réserves nutritionnelles baissent. Eh bien on a des cyanobactéries qui vont prendre cette forme de résistance. Alors une petite remarque, une petite curiosité, on s'aperçoit que cette espèce de cyanobactérie, en journée, elle est à la surface de l'eau, et puis la nuit, elles descendent. Alors en fait, en journée, ces organismes sont en surface parce qu'elles vont faire de la photosynthèse, et puis la nuit, elles vont descendre parce qu'elles vont être plus sur le mode respiration, et elles vont redescendre dans des eaux qui seront plus riches en nutriments. Alors comment c'est possible? Avec des vacuoles de gaz qui vont leur permettre de monter et descendre, un petit peu comme vont le faire les sous-marins. Donc on se retrouve avec des cyanobactéries capables de faire de la fixation d'azote, de faire de la fixation de CO2 et bien sûr de libérer de l'oxygène avec la respiration. Je vous rappelle que c'est un des poumons fondamentaux de notre planète, la photosynthèse de ces cyanobactéries. Je vous rappelle aussi que ce sont ces cyanobactéries qui ont enrichi notre planète d'oxygène et qui permettent donc la respiration actuelle de toute notre humanité. Donc 1, fixation d'azote, 2, photosynthèse, 3, fixation de CO2 par le cycle de Calvin. Alors je vais vous demander de faire un petit travail concernant la photosynthèse de nos cyanobactéries. Je veux que vous compreniez cette photosynthèse. Donc je vous donne ce document-ci. Vous irez regarder aussi ces deux documents-là sur YouTube. Donc ce sont deux films qui vont parler de la photosynthèse. Alors attention ici des plantes. Et dans une de nos séquences questions-réponses, vous n'hésiterez pas à me poser des questions sur cette problématique de photosynthèse des cyanobactéries. Donc il faut que vous ayez compris les points principaux.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution de la population de cyanobactéries dans un écosystème constitué de cyanobactéries, de chlorophycées et de diatomées en fonction du rapport azote-phosphore. Voici un document de l'INRA au niveau duquel on retrouve un écosystème dans lequel on a des diatomées, des chlorophycées, des cyanobactéries. On s'aperçoit que les diatomées ont besoin de beaucoup plus de lumière pour bien se développer que les cyanobactéries. Alors, lorsqu'on apporte du phosphore dans cet écosystème, on s'aperçoit que tous ces organismes vont bénéficier de cet apport de phosphore. Je vous rappelle que le phosphore et l'azote sont en quantité limitée dans la nature. Donc cet apport de phosphore va permettre l'augmentation de la biomasse. Donc plus de cellules dans le milieu, donc un auto-ombrage qui va s'instaurer. Ce qui va donc favoriser les cellules qui ont besoin de moins de lumière, le moins besoin de lumière pour se multiplier. C'est-à-dire nos cyanobactéries vont être favorisées ici. La deuxième raison pour laquelle les cyanobactéries vont être avantagées, c'est que si j'ai plus de phosphore, alors j'ai une diminution du rapport azote-phosphore. Donc il y a une compétition entre les trois types d'organismes pour l'azote, mais comme les cyanobactéries sont capables de fixer l'azote, alors forcément elles vont être avantagées. Donc au final, au départ, les diatomées ont augmenté en biomasse parce qu'il y avait du phosphore. Ensuite, elles ont eu des difficultés liées à l'auto-ombrage, pareil pour les chlorophycées. Et donc on va se retrouver au final avec des populations de chlorophycées et de diatomées qui vont chuter alors qu'on aura une augmentation de cyanobactéries. Donc on va vers un déséquilibre de l'écosystème et une chute de la biodiversité. Poursuivons avec l'eutrophisation. Ici, dans ce qu'on a vu, au final, on va avoir des espèces de cyanobactéries qui vont pulluler et qui pourraient tout à fait donner ce genre de marée verte. Donc, si j'ai ce genre de marée verte, ça veut dire que j'ai de moins en moins de lumière en profondeur. Donc, les autotrophes de mon écosystème vont chuter puisqu'il y a moins de lumière. Et donc, ça va forcément affecter les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires. Alors, on avait vu ça au premier semestre avec ces documents sur l'eutrophisation. Ici, vous avez un apport normal en phosphore, donc pas d'eutrophisation. Et ici, le résultat suite à trop de phosphore. On se retrouve donc avec un écosystème déséquilibré lié à l'eutrophisation par rapport à l'écosystème initial qui était un système équilibré. Vous constatez que la biodiversité a particulièrement chuté. Alors finissons par la place des micro-organismes dans l'environnement et replaçons ces micro-organismes dans leur réseau trophique. Regardez ici cet écosystème. Vous avez ici du phytoplancton qui sont donc les autotrophes, du zooplancton qui va se nourrir du phytoplancton et des poissons, des planctonophages qui vont se nourrir du plancton. Et comme ces planctonophages, eux, sont au final source de nourriture pour des ichthyophages, vous comprenez que si je n'ai pas mon phytoplancton, tout s'écroule. Enfin, pour boucler la boucle, on va avoir ici des organismes, des micro-organismes qui vont être capables de détruire les détritus. Donc on a nos détritivores ici qui vont fermer notre boucle. Vous comprenez que les micro-organismes sont donc essentiels dans tous ces écosystèmes aquatiques. Donc c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous discuterons de la place des micro-organismes dans les sols. Cela nous amènera notamment à développer le cycle de l'azote et ça nous permettra d'aller comprendre comment est-ce qu'en station d'épuration, on a un effluent qui arrive très chargé en azote et comment on repart-il avec une charge en azote bien diminuée. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.